Chaque année, la ville de Pattaya attire des millions de touristes. La ville est connue pour être festive, accessible, souvent perçue comme un lieu de vacances sans danger, marquée par de nombreux excès régulièrement documentés. Pourtant, derrière cette image, des disparitions de touristes sont régulièrement signalées. Certaines sont bénignes, d'autres se terminent tragiquement, et quelques-unes relèvent clairement d'un crime organisé ou prémédité. Aujourd'hui, on va parler de ces disparitions à Pattaya à travers plusieurs cas concrets survenus entre 2024 et 2026 pour comprendre les différents scénarios possibles et surtout comment mieux prévenir et rassurer les familles. On se retrouve juste après ça. Mais avant de se plonger dans la vidéo, je voulais vous parler de la marque qui aujourd'hui la sponsorise. Il s'agit d'Alara. Je pense que si vous me suivez sur cette chaîne, vous le savez, j'en ai déjà parlé et vous reconnaissez peut-être aussi ce pull que j'ai mis la semaine dernière dans une autre vidéo qui n'a rien à voir. C'est un pull Alara. Enfin bref, je suis devenue fan de cette marque. En plus de ça, vous le savez, c'est une marque qui fait qu'on se sent bien dans son corps en portant des pantalons qu'on n'osait plus porter avant. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je vous parle des pantalons avec une flexibilité vraiment énorme qui vous fait vous sentir bien dans votre corps et dans vos habits, et vous n'avez pas l'impression de porter des pantalons, vous avez l'impression d'être dans des leggings tellement on est vraiment bien quoi. Et en plus de ça, vous avez avec mon code moins 20% sur les produits, donc je vais tout vous mettre en barre de description et en commentaire épinglé. Là, ce que je vous présente, c'est surtout le pantalon. C'est un pantalon qui est tailleur, taille haute, et qui est avec le fameux tissu Alara Flex. C'est un tissu qui vous permet une élasticité à 4 directions, qui garantit le confort et la durabilité de ce pantalon. Moi, vous le savez, je me déplace souvent, j'ai des rendez-vous très souvent sur Paris, et maintenant je suis super contente de pouvoir me dire que je vais pouvoir mettre ce pantalon avec d'autres hauts qui font un peu plus professionnels, on va dire, pour pouvoir honorer mes rendez-vous de travail. Donc je suis très contente. En plus, c'est vraiment, tu peux le mettre dans une valise, c'est pas du tout froissable, on va dire. Et pourquoi est-ce qu'on a cette flexibilité d'ailleurs? C'est qu'il y a 21% d'élastane, ce qui rend le produit assez exceptionnel en termes d'élasticité. Alors là, j'adore cette combinaison qu'il propose également. C'est une combinaison qui s'appelle Easy Peasy. Moi, ça me fait trop rire. Pourquoi? Parce que Easy Peasy, ça veut tout dire. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir, bon, déjà, on est super bien dedans. La longueur, elle est parfaite à nouveau. Et c'est surtout que on peut ouvrir derrière très facilement. Il y a une ouverture facile pour pouvoir aller aux toilettes et ne pas avoir enlevé la combinaison en entier. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas assez, mais quand on a une combinaison, c'est super joli, mais quand on doit aller aux toilettes, on doit se mettre intégralement nu, et c'est des fois très gênant. Ça m'est déjà arrivé au travail à l'époque. Personnellement, j'adore le concept. Je vais pas vous mentir, il y a tellement de produits, donc je suis fan de cette marque. Encore une fois, là j'en ai un qui est super, un petit pull, enfin c'est génial. Donc je vous mets tous les codes promo, j'ai moins 20% je crois dans les codes promo, puis j'ai aussi 10 € de réduction. Je vais vous mettre toutes les conditions en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Je remercie encore Alara de sponsoriser cette vidéo et de me permettre de vous proposer cette super marque que j'adore, et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur une problématique qui m'avait interpellée un peu plus tôt cette année lorsqu'effectivement j'avais réalisé mon voyage en Thaïlande. En effet, vous le savez, j'aime bien préparer les choses au mieux, donc quand je prépare mes voyages, généralement je me mets sur des groupes de
touristes qui voyagent dans les pays que j'ai envie de visiter. Et là, donc je suis dans des groupes de touristes qui voyagent en Thaïlande et ça donne beaucoup d'informations, de petits tips, etc. Et là, ces derniers temps, donc pendant que j'étais encore en Thaïlande, je voyais énormément d'avis de recherche, d'avis de disparition de proches qui publiaient sur ces groupes, puisque certains proches qui étaient partis en Thaïlande disparaissaient sans laisser de traces, en tout cas sans donner d'informations, et c'était très inquiétant pour les familles restées chez elles. Je m'y suis donc intéressée de plus près et j'ai remarqué qu'en ce début d'année, Pattaya était souvent cité dans ces avis de disparition. D'ailleurs, au moment où j'écris ces mots, je me suis rendu compte, alors c'était pendant que j'écrivais le script, c'est déjà terminé, mais il y avait un autre avis de recherche d'un homme qui recherchait son frère disparu à Pattaya. C'était pendant que j'écrivais mon script, donc j'ai tout de suite relevé ça, et à la fin de l'écriture de mon script, il avait été retrouvé. Bon, généralement, il y en a beaucoup, ce type de disparition. Donc dans cette vidéo, je me suis intéressée à plusieurs cas, tous très différents, qui montrent qu'il n'y a pas une seule forme de disparition, mais une multitude de situations et de causes possibles. Et pour ça, on va commencer très succinctement par le cas de Kenny. Kenny, c'est un Écossais de 58 ans qui est parti voyager seul en Thaïlande début janvier. C'est un cas assez classique finalement, assez récent et représentatif des disparitions dites courtes d'étrangers dans les villes les plus touristiques de la Thaïlande. Ici, on parle surtout donc d'une disparition qui est à Bangkok et non à Pattaya, mais elle est très représentative de ce qui peut se passer également à Pattaya. J'avais pas d'exemple ultra récent pour Pattaya de ce type de disparition, et en fait au moment d'écrire mon script, il y a eu cette disparition de ce jeune homme qui recherchait son frère qui avait disparu à Pattaya. J'aurais pu le citer, mais je m'étais lancée dans cette disparition qui avait quand même fait assez de bruit sur les réseaux sociaux. Le 5 janvier 2026, Kenny envoie un dernier message depuis l'aéroport de Bangkok à ses proches, puis plus rien. Sa famille s'inquiète rapidement et lance plusieurs appels à témoins sur les réseaux. Ils préviennent également les autorités thaïlandaises. En effet, ce silence, comme il l'explique, est assez inhabituel. Kenny, au départ, devait voyager plusieurs semaines. Il projetait même de faire du bénévolat dans un refuge pour chiens. Cependant, lorsque l'établissement a été contacté par les proches de Kenny, il se trouve que il n'y est jamais passé. Donc c'est vrai que ça rajoute un petit peu d'inquiétude à la famille. Et c'est quand même 3 semaines qui passent sans aucune nouvelle. D'habitude, c'est que 2 ou 3 jours, mais là, plusieurs semaines, c'est très inquiétant, surtout quand on est à l'autre bout du monde. Il est évidemment officiellement porté disparu jusqu'à ce qu'en fait, dans les médias, on nous explique, et même sur les réseaux sociaux, que Kenny a été retrouvé en vie, sain et sauf, et qu'il a repris contact avec sa famille. Par contre, publiquement, on n'a aucune information concernant les circonstances de cette disparition et des 3 semaines passées sans donner aucune nouvelle. Je pense qu'on ne le saura jamais. Ce type de situation, je vous le disais, est assez fréquent en Thaïlande. En fait, la plupart du temps, il s'agit d'une rupture volontaire de contact, de désorientation, de changement de plan sans prévenir les proches, ou les conséquences de fêtes excessives et d'excès. D'ailleurs, sous ces avis de recherche, beaucoup de personnes, d'utilisateurs des réseaux sociaux s'en amusent, deviennent assez moqueurs. Je vais vous montrer quelques captures d'écran que j'ai pu obtenir sous certains de ces avis de disparition. Et la plupart du temps, on évoque la rencontre avec un ladyboy, très cliché, et aussi le fait qu'il a le droit de ne plus donner de nouvelles, que c'est bon, il est en train de faire la fête, qu'il faut le laisser tranquille. Sauf qu'il faut se mettre à la place des familles. C'est évidemment très inquiétant d'avoir aucune nouvelle pendant des fois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, d'une personne partie seule à l'étranger. Pour ces familles restées à des milliers de kilomètres, l'angoisse est immense, et surtout pour certains cas, elle est légitime et justifiée. Et c'est ce que je vais vous montrer avec le prochain cas. Là, je vais vous parler de Joshua Kershaw.
qui a 21 ans lorsqu'il arrive en Thaïlande pour une semaine de vacances en janvier 2026. Il prévoit ensuite de se rendre à Pattaya avant de rentrer au Royaume-Uni en repassant par Bangkok. C'est un jeune paysagiste anglais originaire de Grimsby dans le Lincolnshire. Il était déjà allé à Pattaya d'ailleurs plus tôt en décembre et aimait plus globalement voyager. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il retournait en Angleterre quelques mois pour se faire des sous et ensuite il repartait vadrouiller parce qu'il adorait découvrir d'autres pays, il adorait voyager à travers le monde. Le 12 janvier 2026, il arrive à Bangkok. À ce moment-là, il appelle sa mère, tout va bien, il lui dit simplement qu'il va aller acheter à manger. Puis plus tard dans la soirée, il va envoyer des photos de sa nourriture ainsi qu'un selfie de lui avec des bières. Ce sera le dernier contact avec ses proches. En fait, il devait passer sa première nuit à Bangkok et le lendemain, il devait aller pour une semaine à Pattaya. Sauf que, donc à partir de cette première journée, cette première nuit, plus aucune nouvelle ne sera reçue par les proches de Joshua. Il n'écrit pas de message, il ne répond pas aux appels et aux texto. Alors lui, c'est clairement pas dans ses habitudes parce que quotidiennement, il échangeait avec sa mère Jenny, qui elle décrit son fils comme un homme gentil, généreux, très bien entouré et souriant. Tout le monde va retenir son souffle parce qu'il est censé reprendre l'avion le 19 janvier de Bangkok à Londres et il était censé arriver à l'aéroport d'Heathrow le 20 janvier à 6h25. Mais vous le savez, si j'en parle dans cette vidéo, c'est qu'il n'est jamais monté dans l'avion retour. Très rapidement, les autorités britanniques vont le déclarer comme étant une personne disparue à haut risque, lançant des recherches d'envergure internationale et mobilisant toute une communauté. De nombreux avis sont partagés sur les réseaux sociaux expliquant que le jeune homme est recherché sur Pattaya parce qu'en fait il était censé être sur Bangkok qu'une nuit et à son retour, mais qu'il était censé être à Pattaya tout le long de son séjour thaïlandais. Malheureusement, après 9 jours de recherche et d'angoisse, la famille va apprendre une triste nouvelle. En fait, le corps sans vie de Joshua avait été retrouvé dès le lendemain de son arrivée à Bangkok dans sa chambre d'hôtel. Tout simplement, c'est une femme de ménage qui devait s'occuper de la chambre que normalement Joshua aurait dû quitter un peu plus tôt dans la matinée, vers midi, il me semble. Bon, il était censé faire le check-out, mais il n'avait pas fait son check-out. Donc la femme de ménage toque à la porte et en fait personne ne répond. Donc elle rentre et c'est là qu'elle découvre malheureusement le corps sans vie du jeune homme. Son hôtel étant le Maxim's Inn dans le quartier de Watana. Et donc c'est là qu'on se rend compte 9 jours après qu'en fait il n'avait jamais quitté la capitale, qu'il n'avait jamais mis les pieds à Pattaya lors de ce séjour. Je vous le disais, bien que le corps ait été retrouvé le 13 janvier, la famille n'a été mise au courant que 9 jours plus tard. Et cela, on pense que c'est surtout dû à l'incompréhension initiale du lieu de disparition, puisqu'en fait la famille avait estimé qu'il avait plus de chances d'avoir disparu sur Pattaya et du coup la police située à Bangkok, il me semble, n'était pas au courant, la police du quartier de la disparition. Il y avait seulement l'ambassade britannique à Pattaya qui avait été informé. On pense donc que c'est cette situation qui a retardé l'identification du corps retrouvé sans vie de Joshua dans sa chambre d'hôtel vers 15h le lendemain de son arrivée en Thaïlande. Lors de sa découverte, il y a plusieurs éléments qui ont été notés. Le corps de Joshua était retrouvé allongé sur le dos, sur le sol de sa chambre. Il avait un bandage autour du bras. Alors, je pense que c'est une erreur de traduction puisque on le verra un peu plus tard, vous le verrez dans une vidéo, je pense que le bandage était sur la main. Un premier examen a révélé des ecchymoses sur le dos de la main droite de l'homme, une fine mousse blanche autour de la bouche et une pâleur des conjonctives des deux yeux. Aucune trace de saignement n'a été constatée et les lèvres internes ne présentaient aucune blessure. Ce qui est assez étrange, c'est que avant de partir, le jeune homme semblait aller très bien sur le plan de la santé. Sa mère pouvait en attester, ses amis également. Et donc, c'est vrai qu'on peut se poser énormément de questions. Que lui est-il arrivé en à peine une soirée sur Bangkok? Comment a-t-il pu décéder aussi soudainement?
On peut se demander s'il n'avait pas vécu une soirée mouvementée, s'il n'avait pas commis des excès qui lui ont été fatals, ou bien si par hasard une tierce personne est intervenue. Donc évidemment, les autorités thaïlandaises vont ouvrir une enquête pour recherche des causes de la mort. Plusieurs informations arrivent aux autorités, notamment le fait qu'il aurait été aperçu dans un bar à Bangkok plus tôt dans la soirée et qu'il s'y serait effondré, qu'il aurait donc été amené pendant quelques heures à l'hôpital en ambulance et quelques heures plus tard, son corps aurait été retrouvé dans sa chambre d'hôtel sans vie. C'est vrai que autour de son hôtel, je suis allée regarder un petit peu les avis qui sont pas géniaux, on va dire. C'est surtout que le quartier est considéré comme assez chaud et festif. Donc on peut se dire que peut-être qu'il a fait la rencontre d'une fille et peut-être qu'il avait énormément bu. D'ailleurs, c'est ce qui est corroboré par la suite grâce aux caméras de vidéosurveillance. En effet, il aurait été filmé lors d'une soirée dans ce quartier animé de Bangkok. Donc le soir du 12 janvier, on le voit dans ce fameux bar proche de son hôtel. Il serait arrivé vers 1h30 du matin avec une femme. Alors on n'a aucune information sur l'identité de cette femme. Il s'était installé au restaurant, aurait commandé une pizza, du poulet frit et de bière. Et donc c'est à ce moment-là sur les images qu'on le voit assis à côté de cette femme et on le voit perdre connaissance et s'effondrer. Alors qu'il est emmené à l'hôpital, les personnes présentes sur place et surtout le personnel du bar pensaient qu'il s'était étouffé avec sa nourriture. À l'hôpital, il aurait reçu des soins dont on ignore la nature au moment où je vous parle, ou en tout cas publiquement on ne le sait pas, et il serait ensuite rentré aux alentours de 5h45 à son hôtel. Comment on le sait? Tout simplement, on a les images de vidéosurveillance de l'intérieur de l'hôtel, donc dans le lobby. On le voit d'ailleurs discuter avec le personnel de l'hôtel. Je sais pas trop ce qu'ils se disent, mais je vais vous mettre la séquence au total juste après. Et bon, on le voit surtout arriver avec 2 bières à la main et un bandage sur la main droite, donc peut-être là où il y avait l'échymose. Est-ce que c'est là où on aurait mis une perfusion ou tout simplement qu'il se serait battu? On ne le sait pas trop au final. Et donc on le voit ensuite sortir du champ de la caméra et on imagine qu'il est allé dans sa chambre d'hôtel. La suite, vous la connaissez. You like when you come with taxi driver and see this beer with you. If you are or no. Yes, sure. Donc, ce qui est important, c'est quand même qu'on le voit seul sur ces images et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il s'est passé? Que lui est-il arrivé pour qu'il finisse dans cet état-là quelques heures plus tard? La question qu'on peut se poser, c'est tout simplement, est-ce qu'il a mal réagi à un médicament qui lui a été administré à l'hôpital? D'ailleurs, il avait l'air d'avoir quand même assez bu. Est-ce que c'est vraiment le mélange médicament et alcool qui lui aurait été fatal? Est-ce qu'il a eu un événement indésirable grave après l'administration de médicaments dont on ne connaît pas la nature? C'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas réellement encore les causes de la mort. Je sais qu'il y a eu une autopsie qui a été réalisée, mais je ne sais pas si ils en diront plus dans les médias. Peut-être que la famille est au courant, mais en tout cas, elle n'a rien partagé pour le moment sur les réseaux. Il y en a beaucoup, je vois sous les publications de la famille, en tout cas de l'annonce du décès de Joshua, qui trouvent que les circonstances de cette mort sont assez étranges. Ils pensent potentiellement à un acte criminel, comme par exemple l'administration d'une substance dans une de ses boissons. Du côté de ses proches, parallèlement à tout ça, une campagne de financement participatif visant au départ à aider la famille dans leur recherche a finalement récolté suffisamment d'argent pour rapatrier le corps du jeune homme en ce début de février 2026 et ils ont une date pour les funérailles qui sera donc le 25 février. Petit conseil que je peux vous donner lorsque vous partez seul ou pas dans un pays étranger, il faut toujours s'assurer de vos assurances, soit d'une assurance voyage, soit vous avez des assurances directement avec votre carte bancaire avec lesquelles vous avez effectué vos achats, vos hôtels par exemple ou vos billets d'avion. Vous regardez l'assurance que vous avez avec ces cartes
bancaire et derrière vous avez un numéro. Comme ça vous prévenez votre famille même avant de partir. Ça peut leur enlever un énorme poids. S'il vous arrive quelque chose, tout est pris en charge par votre assurance. En tout cas, vérifiez bien les conditions de vos assurances évidemment. Également pour le rapatriement du corps, ça peut leur éviter de débourser beaucoup d'argent. Bon, c'est un peu glauque de penser à ça avant de partir en vacances, clairement, mais regardez, ça peut malheureusement arriver. Le cas de Joshua rappelle une réalité souvent oubliée. Toutes les disparitions ou les décès à l'étranger ne sont pas nécessairement criminels. Ils peuvent résulter d'une urgence médicale, d'une réaction à des substances ou d'un enchaînement d'événements tragiques où que l'on se trouve à travers le monde. Mais vous allez voir, pour le prochain cas, c'est complètement différent. Effectivement, avec la disparition de Michael, on entre dans un tout autre registre. C'est cette disparition exactement qui m'a donné envie de réaliser cette vidéo. En effet, au moment de la disparition de ce jeune homme, j'étais passée à proximité de Pattaya. Donc c'est un peu étrange de se dire que on était à ce niveau-là au moment des faits et qu'il s'est passé tout ça. C'est vrai que c'est assez interpellant. Michael Emelianov, 30 ans, ressortissant russe, vit à Pattaya depuis 2 ans. Il y possède un commerce de cannabis et semble s'épanouir dans son activité, comme on peut le voir sur les différentes vidéos où il apparaît sur les réseaux sociaux. À noter que la Thaïlande a été le premier pays asiatique à dépénaliser le cannabis depuis juin 2022, ce qui a permis l'ouverture de nombreux commerces et dispensaires à travers le pays. Mais bon, ce qui a permis également aussi pas mal de dérives qu'il faut apprendre à contrôler et que le gouvernement essaye d'ailleurs de contrôler. Début janvier 2026, il va emprunter 10 000 $ américains à sa mère et il va expliquer que c'est pour une affaire liée à un investissement pour ses entreprises. Et c'est vraiment la journée du 7 janvier 2026 que tout va basculer. On sent tout au long de la journée à travers ce que va dire Michael, qu'il était terrorisé. Michael avait contacté sa mère, Olga, restée en Russie. Ce qui est sûr, c'est que le pauvre homme ne se sentait clairement pas en sécurité. Il lui avait expliqué qu'il allait rencontrer 2 hommes russes pour négocier un accord commercial lié au cannabis, décrivant leur comportement comme menaçant et inquiétant. Avant de se rendre à sa réunion, Michael avait partagé sa position en direct avec sa mère à plusieurs reprises. Plus tard dans la journée, il lui a envoyé un dernier message. Il disait quitter Pattaya pour Bangkok avec les 2 mêmes Russes dont il avait parlé précédemment, ajoutant à nouveau qu'il ne se sentait pas en sécurité. Ce qui est vraiment horrible pour sa mère, c'est qu'il lui avait dit « Écoute, si tu n'as pas de nouvelles de moi dans 2 heures, il faut absolument que tu préviennes les autorités. Ça veut dire qu'il me sera arrivé quelque chose. » Et bien, évidemment, vous le savez, si je parle de ce cas, de cette disparition ici, c'est que à partir de là, sa mère n'a plus jamais eu aucune nouvelle et elle s'est très vite inquiétée et a raison. Mais lui, au départ, il parlait d'agression et d'enlèvement. Je pense qu'il n'était pas prêt à ce qui allait lui arriver. Ce qui est fou, c'est que donc la mère, elle a averti un petit peu les personnes proches de son fils qui travaillaient avec lui ou tout simplement des amis à lui. Donc des amis et des connaissances qui étaient quand même inquiets, ont fini par retrouver les 2 Russes dans le lieu où Michael travaillait. Donc ces hommes étaient apparemment en possession du téléphone portable de Michael, mais Michael, lui, est resté introuvable. Ils n'ont pas réellement voulu confronter ces 2 hommes parce qu'ils ont vraiment une apparence qui fait peur et on a vraiment peur de se confronter à eux, donc ils n'ont pas dit grand chose, ils s'inquiétaient eux-mêmes de leur sécurité. Je pense qu'ils ont bien fait de rien dire à ce moment-là. Ils ont attendu Michael, mais Michael n'est jamais arrivé. Dès le lendemain, un des représentants légaux d'Olga, donc de la mère de Michael, est allé au commissariat de police de Pattaya pour déclarer la disparition inquiétante du jeune russe. Et là, il y a plusieurs jours et semaines qui passent, plus aucune nouvelle dans les médias. Je regardais tous les jours, j'étais vraiment intriguée, je me disais mais qu'est-ce qu'il devient? Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire ce script avant les informations qu'on a eues là il y a quelques jours, et j'ai bien fait d'attendre un petit peu puisque vous n'êtes pas prêts.
Pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, on continuait à partager les avis de recherche un petit peu partout. C'est vraiment horrible parce que, alors lui, comme voyez, il avait des dreads et qu'il faisait un commerce de cannabis, on a l'impression que c'était vraiment pas important aux yeux des gens. Ouais, cette disparition, elle sert à rien. En mode, bon, de toute façon, c'est mieux qu'il ne soit plus de ce monde-là. En même temps, c'est un Russe. Vous voyez, tout ce qu'on peut lire comme bêtises. Oui, il fait la fête, machin, alors que c'était une disparition plus qu'inquiétante, sauf qu'on n'avait pas toutes les informations que je viens de vous donner. On savait simplement qu'il avait disparu et que c'était très très inquiétant. Sa mère, quant à elle, s'est rapidement envolée pour la Thaïlande et a remué ciel et terre à Pattaya à la recherche de son fils. L'enquête va évoluer doucement mais sûrement et va surtout connaître un bond phénoménal le 1er février 2026. Donc déjà au tout départ, c'était très inquiétant puisque les autorités vont retrouver des menaces qui avaient été envoyées à l'encontre de Michael et ça parlait d'une dette de 120 000 $ américain, dû apparemment à cause d'un différend commercial dans le secteur du cannabis ou dérivé, parce qu'on sait pas trop. Ces menaces avertissaient que si l'argent n'était pas restitué, ils allaient vendre les organes de Michael. Donc effectivement, c'est très très inquiétant. D'ailleurs, on peut se poser la question, on se la pose aussi aujourd'hui, est-ce que les 10 000 $ qu'il avait empruntés à sa mère avaient un lien avec cette dette? Est-ce que par hasard, il avait l'intention de donner ces 10 000 $ à ces deux hommes russes pour les calmer, que ça n'a pas du tout marché? C'est totalement possible. Ce qui est sûr, c'est que les caméras qui sont très nombreuses en Thaïlande et qui marchent super bien comparé à la France, il faut se le dire, puisqu'il y a énormément de cas qui sont résolus grâce aux caméras et elles sont partout, même dans les plus petites villes, dans les plus petits villages. Donc c'est fou quand même qu'en France, à chaque fois, on se dit « Ah mais cette caméra ne marchait pas dans des lieux super fréquentés », alors que là, vous allez voir, les caméras font un travail de fou. Et d'ailleurs, on a beaucoup d'enregistrements qui sont partagés sur les réseaux sociaux et donc on a plus d'informations à vous fournir dans ce type de vidéo-là. Et on voit en effet plusieurs caméras de vidéosurveillance qui vont le filmer au départ seul le jour de sa disparition. On voit comment il était habillé d'ailleurs et on le voit quitter un lieu aux alentours de 15h en direction d'un autre, partir avec son scooter. Ensuite, Michael a été vu pour la dernière fois dans la même journée sur des images de caméras de vidéosurveillance encore, en compagnie de l'un des deux hommes russes, sur leur cyclomoteur, se dirigeant vers un complexe résidentiel en périphérie de Pattaya. Mais selon les policiers, il n'est jamais sorti de cette adresse. Par contre, on voit les deux Russes qui auraient effectué plusieurs allers-retours dans une zone de broussailles au niveau d'une plantation de manioc. Les caméras ont filmé ces deux suspects circulant à moto et les enquêteurs ont remarqué un détail intriguant. Les deux motos roulaient avec des selles semi-ouvertes, un comportement inhabituel qui a éveillé les soupçons. Les policiers ont alors émis l'hypothèse que les suspects avaient tué et démembré Michael avant de transporter les morceaux de son corps pour les dissimuler. Et effectivement, il y a une voisine qui avait signalé 3 jours plus tôt que son chien avait ramené quelque chose d'ensanglanté et puis surtout que vers ce champ, ça sentait extrêmement fort. Ça dégageait une odeur de putréfaction. Elle avait également expliqué avoir vu un homme sortir avec une pelle de ce lieu broussailleux. Les forces de l'ordre ont donc suivi le trajet de ces hommes grâce aux vidéosurveillances et donc ont déterminé plusieurs zones où les suspects auraient pu se débarrasser du corps. Les enquêteurs ont organisé une fouille minutieuse à pied dans les zones jugées suspectes. Ils ont fini par eux aussi sentir une forte odeur de décomposition et ont repéré plusieurs endroits où la terre avait été récemment retournée au milieu de la plantation. À l'entrée de certains trous, des sacs poubelles noirs étaient visibles. À proximité, des chiens avaient gratté le sol, laissant apparaître des restes humains dépassant de la terre. Les policiers ont alors fait appel à la police scientifique de la région pour examiner les lieux. Les fouilles ont permis de retrouver les différentes parties du corps de Michael Emelianov qui avaient été enterrés séparément à 5 endroits distants de 1 à 2 mètres. Il y a des photos qui ont été partagées, je vais vous en parler juste après. Il n'y a aucun doute sur l'origine du corps puisque il avait beaucoup de tatouages sur ses jambes et sur ses bras et que effectivement sont assez reconnaissables et également ils ont retrouvé énormément d'affaires appartenant
à Michael, notamment ses papiers d'identité, donc laisse très peu de place au doute. Donc par contre, j'ai eu la très très mauvaise idée de faire des recherches sur Facebook. On parle de Facebook, donc normalement c'est plutôt safe. Mais j'ai fait des recherches pour tout simplement au départ retrouver la page Facebook de Michael et aussi retrouver le lieu de la découverte du corps. Mais je ne pensais pas que j'allais tomber sur ce quoi je suis tombée, c'est-à-dire que tout a été filmé de A à Z et qu'il n'y avait pas du tout de floutage ou quoi que ce soit. Donc en gros, j'ai tout vu et c'est très traumatisant. Donc absolument ne le faites pas. De toute façon, je vous ai pas dit ce que j'avais tapé dans la barre de recherche, mais c'est très inquiétant de voir qu'on peut tomber là-dessus sur Facebook sans aucune modération ni rien du tout. Bref, je suis traumatisée parce que j'avais jamais vu ça de ma vie. On voit pas ça tous les jours et c'est horrible. Je venais de voir des vidéos de lui vivant et j'ai vu son corps en morceaux avec sa tête. Enfin, c'est vraiment un autre monde là-bas. C'est-à-dire que en plus, on voyait que le lieu de la découverte n'était pas autant sécurisé. Normalement, vous savez, vous faites un périmètre de sécurisation. Là, il aurait dû être très grand pour empêcher les gens de rentrer et laisser la police scientifique faire. Mais il y avait il y avait des tout petits lieux délimités, mais il y avait plein de journalistes, des gens curieux, ou voilà, des gens qui prenaient des vidéos, des photos, qui riaient, où on voyait qu'ils toussaient parce que l'odeur devait être horrible, mais filmer les manipulations, tout. Enfin bref, je suis désolée de faire cet aparté, mais j'ai besoin de vous dire que je suis traumatisée de ce que j'ai vu, réellement. Plus je dis ça, mais je me dis, mais imaginez, les proches, la famille voient ça, avec des gens qui regardent, qui des fois rigolent un peu autour, c'est horrible. Enfin, je dis ça, mais malheureusement, la mère a été amenée sur place, donc ils lui ont fait reconnaître le corps de son fils dans cet état. Elle l'a reconnu, mais évidemment, elle était traumatisée, elle a fondu en larmes, et elle est ensuite repartie chez elle, donc je pense ça me brise le cœur parce que tu vois ton enfant dans cet état-là, tu sais ce qu'il a vécu, qu'il a eu peur, tu sais pas combien de temps ça a duré. Je pense qu'elle ne sera plus jamais comme avant. Bref. À part tes fêtes, on va passer à la suite parce qu'il y a une suite. Par la suite, on a l'unité d'arrestation qui a mené une opération à Bangkok et elle a interpellé les 2 suspects suite au mandat émis par la cour de Pattaya pour meurtre avec préméditation, dissimulation de cadavre et extorsion avec séquestration ayant entraîné la mort. On a donc monsieur Yaroslav Demidov, 35 ans, et monsieur Dimitri Maskalev, 38 ans, qui ont tous les deux été arrêtés dans une chambre située dans la capitale. Là aussi, leur arrestation a été entièrement filmée. Je ne sais pas par qui, mais bon, je pense par quelqu'un de l'unité d'intervention. Je vous la mets ici, du coup, puisqu'elle est publiquement disponible. Hello, excuse me. No, no. Stop. 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 Sit down. Sit down. Sit down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Police. What's your name? Police. Okay. It's a police. 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 No problem. No problem. Okay. Slowly. No problem. Slowly. No problem. Okay. 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 Keep telephone. Okay. Sit down. Sit down. No problem. And sit down again. Également, on a une moto Honda Forza bronze-argent qui a vraisemblablement été utilisée pour transporter les restes du corps, qui a été saisie. La police a également indiqué que les 2 suspects avaient engagé 2 ressortissants thaïlandais pour simuler des recherches afin de retrouver l'homme disparu, dans le but apparent d'induire les autorités en erreur. Ces 2 Thaïlandais sont considérés comme des témoins clés dans l'enquête. Les suspects, de leur côté, ont été transférés au poste de police de Nong Pru pour y être interrogés. D'après les premières informations, les 2 hommes continuent de nier catégoriquement toutes les accusations portées contre eux et maintiennent leur innocence malgré un interrogatoire poussé. Ils sont présumés innocents jusqu'à preuve de leur culpabilité par un tribunal thaïlandais. Moi, ce que je trouve assez étrange, c'est que vraiment, ils ont pas du tout pris de précautions, ils se sont pas masqués, casqués, ils sont très reconnaissables, ils ont utilisé
des motos avec des plaques d'immatriculation faciles à retrouver. Ils ont laissé des preuves écrites et malgré tout ça, on les retrouve 9 jours plus tard en Thaïlande. Vraiment, si j'avais fait quelque chose d'horrible comme ça, je serais allée dans un autre pays, ça aurait été plus compliqué de me retrouver, quoi. Alors j'aurais fait ça évidemment, mais je me dis que vraiment déjà, ils ont laissé beaucoup de traces de ce qu'ils allaient faire. Alors je me dis, est-ce que c'est pour qu'il y a une sorte de mafia russe à Pattaya et qu'elle est capable de faire ça? C'est possible aussi. C'est comme pour prévenir les autres en fait, même si eux ils vont très certainement prendre très cher s'il s'avère que ce sont bien eux les coupables, même si je vais pas vous mentir, j'en doute assez peu. Et c'est vrai que là-bas en fait on a l'impression qu'il y a une mafia russe qui est à l'origine de pas mal de troubles. Je vais vous lire ce qui a été dit ce dimanche 1er février après la découverte du corps et l'arrestation de ces 2 hommes sur Michael. Je cite, « La nature des activités du défunt reste floue, mais selon l'enquête, il avait conclu divers partenariats avec plusieurs personnes et accumulé une dette importante. » Donc ici, on est sur une disparition horrible et clairement pas du tout accidentelle. Elle est le résultat d'un environnement à haut risque, de dettes, de mauvaises décisions et de fréquentation de la victime et d'un système criminel bien réel. Michael avait certainement fait des erreurs et avait pris très certainement de mauvaises décisions, mais il ne méritait clairement pas de finir comme ça. Par contre, j'aimerais préciser quelque chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Russes en Thaïlande, ça m'avait choqué la première fois que j'y étais allée. C'est très étrange, mais alors la plupart des Russes sont juste tout à fait tranquilles, hein. Ce sont des familles ou juste des ressortissants qui cherchent un petit peu de soleil et une vie meilleure. Et ce que je voulais dire, c'est surtout que effectivement certaines affaires criminelles impliquent régulièrement des Russes en Thaïlande, mais cela ne signifie pas que cette communauté est plus dangereuse que d'autres. Il s'agit surtout de réseaux criminels transnationaux qui profitent d'un contexte touristique, économique et migratoire particulier. Et d'ailleurs, on va pouvoir le voir dans le prochain cas que je vais vous exposer ici. Il s'agit du cas d'un Sud-Coréen. Alors ce Sud-Coréen s'appelle Roh Eui-jong, désolé si je prononce mal. Il avait 34 ans au moment des faits. Il habitait à Séoul. Il arrive en Thaïlande fin avril 2024 avec son épouse thaïlandaise. Début mai, il disparaît à l'issue d'une soirée à Bangkok. Il est en effet aperçu le 2 mai pour la dernière fois par sa femme alors qu'il est dans un pub d'un quartier festif dans le quartier RCA, je crois. Alors, comme il n'est pas rentré chez lui, sa femme s'est tout de suite inquiétée et a déclaré la disparition inquiétante de son mari. Mais il n'y en a eu aucune nouvelle pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la propre mère de Roh reçoive un appel plus qu'inquiétant. En effet, on lui demande une rançon de 3 millions de bahts, soit environ 80 000 €, pour sa libération, accompagnée de menaces explicites de mort, de démembrement et de vente de ses organes au marché noir, si la rançon n'était pas versée le lendemain, soit le 8 mai. Donc, sa mère, restée en Corée du Sud, va tout de suite prévenir les autorités thaïlandaises, entraînant donc une enquête conjointe thaï-sud-coréenne. Les images de vidéosurveillance vont à nouveau apporter les réponses aux questions que l'on se pose dans cette disparition, comme quoi c'est important d'en avoir qui marche dans son pays. Et là, en fait, c'est très inquiétant ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir, c'est Roh dans la continuité de sa soirée en compagnie de 2 hommes vers 2h du matin. Les 2 hommes l'ont abordé en le forçant à monter dans une voiture de location et prenant la direction du sud-est vers Pattaya qui est située à environ 2 heures de route de là. Le groupe, qui est finalement composé de 3 suspects, est bien arrivé à Pattaya. Donc là, ils ont loué une camionnette blanche et se sont installés dans un hébergement temporaire près du réservoir de Maprachan, dans le district de Banglamung. Le même jour, ils ont acheté un grand fût en plastique, des cordes en nylon et des ciseaux dans une quincaillerie locale. Dites-vous que ça aussi, on a des images, quoi. Enfin, il y a des images de caméras
partout. Le 4 mai à 21h, les images de vidéosurveillance ont montré la camionnette quittant le point de location, sa benne recouverte d'une bâche noire en direction du réservoir. Et en fait, il se trouve que la camionnette semble rester quand même assez longtemps là-bas avant de refaire demi-tour. La police thaïlandaise a donc fouillé le réservoir le 11 mai 2024 et y a découvert un baril lesté de ciment contenant le corps mutilé de Ro. L'autopsie a confirmé par la suite qu'il avait été battu à mort, le mobile étant clairement l'argent puisque son portefeuille, son téléphone et son argent avaient disparu. Donc les suspects sont tous coréens, donc c'est très certainement comme ça qu'ils avaient engagé la discussion assez facilement avec Ro. On fuit directement la Thaïlande après les faits et chacun de son côté. Une chasse à l'homme internationale a été lancée et des mandats d'arrêt ont été émis par le tribunal pénal du sud de la Thaïlande le 15 mai 2024 contre ces 3 hommes au total. Lee Roon a été appréhendé au Cambodge, Kim Wen Voon au Vietnam et Lee Jong-jin à son domicile familial en Corée du Sud. Alors au départ, ils n'ont pas tous avoué le meurtre. Il y en a 1 ou 2 qui ont nié, mais il y en a un qui a quand même avoué le meurtre et qui a dit certaines choses. Ils expliquaient avoir drogué Ro en ayant mis un somnifère dans sa boisson, qu'ils l'ont donc ensuite embarqué dans la voiture, mais que lors du trajet, il s'était apparemment réveillé, il avait repris connaissance, et là il y avait une altercation qui avait eu lieu et ils ont dû l'étrangler et mettre fin à ses jours. Et donc ensuite, ils se seraient débarrassés du corps dans le baril. Mais bon, la police, cette version n'y croit pas trop, et moi non plus, parce qu'effectivement, il se trouve, et je l'ai lu 2 fois, que le corps a été retrouvé donc dans le baril, je vous avais dit mutilé, en effet, les 10 doigts de Ro avaient été sectionnés. Donc déjà, je vous laisse imaginer dans quelles circonstances on sectionne des doigts. Et également, il se trouve qu'en fait, ils avaient anticipé plusieurs choses. Donc, on a l'impression que c'est de la préméditation. Un complot aussi, puisque ils avaient loué un appartement dans le quartier de Rom Klao entre le 1er et le 3 mai, donc sur Bangkok, si je ne me trompe pas, et une chambre dans le quartier de Maprachan à Chonburi du 3 au 10 mai. Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils avaient demandé une rançon à la mère de Ro? Tout simplement, ils n'ont pas réussi à retirer de l'argent avec les moyens de paiement de ce dernier, et ils se sont dit on va faire croire à sa mère que si elle paye, on va laisser la vie sauve à son fils. Et il se trouve qu'en fait, le pauvre Ro était déjà décédé et au fond de l'eau depuis quelques jours, lorsqu'ils ont fait cette demande-là. Les enquêteurs ont découvert des preuves reliant ce groupe à des vols similaires commis contre d'autres touristes sud-coréens, notamment des escroqueries téléphoniques où ils se faisaient passer pour des représentants des autorités afin d'extorquer de l'argent. En appel, la Cour suprême sud-coréenne a confirmé pour cette affaire, donc en décembre 2025, les peines de prison des 3 hommes reconnus coupables d'enlèvement, de vol et de meurtre d'un compatriote en Thaïlande. Dans cette affaire, qui est surnommée l'affaire du baril de Pattaya en Corée, Lee Jong-jin, âgé de 28 ans, est reconnu comme étant le cerveau de l'opération et il écope plus de la prison à vie. Lee Roon, âgé de 40 ans, va écoper de 30 ans pour être son complice, comme Kim Aon Von, âgé de 27 ans, qui lui va prendre 25 ans. Le parquet a décrit les suspects comme des individus antisociaux faisant preuve d'un mépris pour la vie humaine. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi une histoire atroce, sordide, qui montre que il peut y avoir de ce type d'histoire partout, mais on ne sait pas réellement pourquoi, c'est toujours entre Bangkok et Pattaya qu'on en entend le plus parler. Mais bon, j'ai fait un petit peu de recherche et je vais vous donner une explication, voire plusieurs explications ensuite. Ces histoires que je viens de vous citer, elles sont très largement loin d'être les seules. Je vous en ai cité quelques-unes parce que c'est des exemples de ce qui peut arriver, mais il y en a eu plein d'autres. Par exemple, là je vais vous en citer 4 qui se sont déroulés ces 4 dernières années, donc entre 2023 et 2025, seulement sur Pattaya. Donc imaginez. En 2022, on a eu Glenn Vernon, un Canadien de 79 ans qui avait été retrouvé mort derrière un hôtel après sa disparition. En 2023, on a Hans-Peter Ralter Mack, un Allemand de 62 ans qui avait été assassiné et démembré. En 2024, on a eu 4 touristes français qui ont disparu en mer. Je me suis un peu inquiétée, je me suis dit 4 touristes et on n'en a pas entendu parler, mais bon, ça c'est plutôt positif. Ils ont été retrouvés le lendemain vivants sur une petite île. Je vous mets une photo qui met du baume au cœur et ça fait un peu plaisir de voir ce type de nouvelles. On a également en 2025 Laurence Tallard
Onur du Royaume-Uni, âgé de 19 ans, qui avait disparu puis qui avait été retrouvé vivant et désorienté. Je ne sais pas si vous avez remarqué le lien entre toutes les disparitions que je viens de vous citer. Ce ne sont que des hommes. J'ai pas du tout retrouvé le même type de disparition de femmes et c'est fou. Quelques explications. Je dis que ça, c'est pas spécialement pour ça, mais ça peut en être. Généralement, les hommes peuvent avoir un sentiment de contrôle un peu excessif, on va dire, en tout cas plus excessif que pour les femmes. Pareillement, il y a des prises de risques plus élevées, ça c'est clair, hein. D'ailleurs on rigole beaucoup là-dessus, on se demande pourquoi les hommes, vous savez quand on blague et qu'on dit que les hommes vivent moins longtemps que les femmes, ça me fait penser à ça. Effectivement il y a quand même des grosses prises de risques. Également on peut parler aussi de consommation d'alcool et d'excès un peu plus augmenté, puis aussi potentiellement, vous savez, il y a quand même un tourisme sexuel assez important en Thaïlande et c'est vrai que c'est plus les hommes qui vont s'orienter vers ce tourisme-là et il peut y avoir malheureusement des problématiques qui sont liées à ça derrière. Peut-être qu'ils ont un excès de confiance et qu'ils sont donc finalement des proies faciles qui sont repérées lorsqu'ils vont boire ou faire la fête de manière excessive. Bon, on a pu le voir quand même, la plupart des disparitions ne sont pas inquiétantes, mais certaines le sont et il faut partir du principe dès le départ que c'est le cas pour éviter de perdre du temps et de ne rien laisser au hasard. Si autant d'affaires sont reliées à l'axe Bangkok-Pattaya, c'est parce qu'il s'agit d'un corridor extrêmement fréquenté où des millions de personnes se croisent, passent, repartent souvent sans attache locale, ce qui facilite à la fois les excès, les disparitions temporaires et plus rarement les crimes. Alors, quelques petites recommandations pour rassurer vos familles et surtout vous mettre toutes les chances de votre côté pour qu'il ne vous arrive rien. Donc, notamment, partagez son itinéraire précis à vos proches qui sont restés dans votre pays. Ça peut vraiment être important qu'ils sachent exactement où vous êtes. S'ils n'ont plus de nouvelles de vous, ils sauront que ce jour-ci, vous étiez censé être là. Bon, ça marche pas spécifiquement. Regardez pour le pauvre qui a disparu à Bangkok et où la famille pensait qu'il était à Pattaya. Donnez les adresses exactes des hôtels où vous dormez, où vous séjournez. Activez le partage de localisation, gardez des contacts réguliers, signalez tout rendez-vous inhabituel, connaître les coordonnées de son ambassade, ne pas abuser d'alcool ou de drogue, toujours avoir un œil sur son verre et en gros rester dans la légalité. Normalement, tout devrait bien se passer si vous suivez ces conseils-là. Bon, sauf si évidemment, comme le pauvre Michael, vous avez essayé de tout faire pour prévenir. Ça a juste aidé à retrouver plus rapidement son corps et potentiellement les deux criminels, les deux meurtriers. Mais malheureusement, ça ne lui a pas sauvé la vie. Voyager ne devrait jamais rimer avec disparition. Pattaya, Bangkok ou ailleurs, le danger n'est jamais une ville en soi, mais l'impréparation, l'isolement ou la perte de repères. Voyager en conscience, c'est déjà se protéger. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Alara de l'avoir sponsorisée. On se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine pour une vidéo avec une famille de disparus. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Spotify et sur ma chaîne secondaire, Les coulisses de Marine B.